Salam alaikum khawti, j'espère que vous allez bien. Donc, deuxième test d'Inch'Allah la récursivité dans lequel on va essayer de traiter deux exercices. Alors, je donne un ensemble de conseils. Donc, j'ai essayé de rassembler tous les conseils que vous pouvez utiliser pour écrire correctement une solution récursive. Alors, sachez que pour écrire une solution récursive, généralement, on parle d'écrire deux cas, ou alors traiter deux cas. Vous avez le cas de base et le cas général. Et dans chacun de ces deux cas, vous avez des conditions et des actions à faire. Alors, on commence par le cas de base. Lorsqu'il s'agit du cas de base, alors généralement, la condition utilisée dans le cas de base, c'est la condition qui correspond au cas d'arrêt dans la solution itérative. Yani, vous considérez la solution itérative qui utilise la boucle, d'accord? Et vous prenez la condition de répétition, vous allez l'inverser, vous obtenez ce qu'on appelle une condition d'arrêt. Et bien cette condition d'arrêt correspond exactement à la condition qu'on utilise dans le cas de base. D'accord? Bon, par exemple, pour un problème de vérification ou alors même de problème de recherche, lorsque vous allez chercher une chose, d'accord, ou alors une valeur, généralement vous avez deux cas d'arrêt. Soit on s'arrête par le cas d'échec ou alors le cas de succès. Soit j'ai pas pu trouver la valeur ou alors j'ai trouvé la valeur. D'accord? Concernant l'action justement, eh ben, vous avez deux cas, soit la fonction ou la procédure. S'il s'agit d'une fonction, vous savez tous que la fonction, elle doit retourner un résultat. Et bien, dans le cas de base, généralement, elle retourne le résultat qui correspond au cas d'arrêt. D'accord? Et parfois, ce résultat correspond à l'élément neutre par rapport à l'opération utilisée. Donc, si vous écrivez une fonction qui fait une certaine somme, donc l'action d'arrêt, vous allez retourner une valeur qui représente l'élément neutre par rapport à la somme, c'est-à-dire la valeur 0. Et si vous effectuez la multiplication, donc la valeur qu'on retourne dans le cas de base correspond à l'élément neutre par rapport au produit, c'est-à-dire 1. Maintenant, s'il s'agit d'une procédure, comme vous le savez, la procédure ne retourne pas un résultat. Donc, vous avez un des deux cas. Soit vous allez faire un simple traitement qui correspond au cas d'arrêt, ou alors vous n'allez faire rien. D'accord? Et je souligne sur ne rien faire. Et vous allez voir quelques exemples plus tard. D'accord? Donc, sachez que dans le cas de la procédure, parfois il arrive que dans le cas de base, on ne fait rien. Donc, on ne parle pas du cas de base. Alors, pour le cas général, il y a deux manières de voir les choses. On commence par la condition. Alors, la condition dans le cas général correspond exactement à la condition de répétition dans la solution itérative. Par exemple, si la solution itérative qui utilise la boucle, vous utilisez la boucle tant que i inférieur ou égal à n, donc c'est exactement la condition que vous allez utiliser dans le cas général d'une solution récursive. D'accord? Et concernant l'action, là vous avez deux approches. Alors, première approche, c'est-à-dire l'idée générale, c'est quoi? Consiste à réduire la taille du problème à une taille plus petite. Donc, au lieu d'avoir par exemple n valeur, vous allez traiter le problème avec n-1 valeur, et ainsi de suite. Là, comme j'ai dit, donc vous avez deux approches. Je commence par la première approche. Donc, vous allez, dans le cas général, dans la partie action, vous allez traiter l'élément courant, d'accord, le nème élément ou alors le ième élément, d'accord, ou alors la valeur courante, et en plus, vous allez effectuer un appel récursif pour traiter le prochain élément, ou alors la prochaine valeur, d'accord? Donc, mettez ça en tête, toujours dans le cas général. Vous allez traiter la valeur courante, c'est-à-dire l'indice courant, d'accord? Et aussi faire un appel récursif pour traiter le prochain élément, d'accord? Ou alors la prochaine valeur. Deuxième approche qu'on peut utiliser, c'est l'approche qu'on appelle diviser pour régner. Alors, cette approche, justement, on va la voir à travers l'exercice 4 lors du prochain TD, Inch'Allah. D'accord? Alors, je résume, j'ai dit que la condition du cas de base, elle correspond à la condition d'arrêt d'une solution itérative. Concernant l'action du cas de base, donc lorsqu'il s'agit d'une fonction, vous allez retourner un résultat simple qui correspond au cas d'arrêt. Parfois, c'est l'élément net par rapport à l'opération utilisée. Et s'il s'agit d'une procédure, soit vous allez faire un simple traitement, ou alors vous n'allez rien faire. Et pour le cas général, donc la condition, elle correspond exactement à la condition de répétition de la solution itérative. Et concernant l'action, vous utilisez l'une des deux approches.
Donc, soit vous allez traiter l'élément courant et vous faites un appel récursif pour traiter le prochain élément, ou alors vous allez utiliser l'approche divisée pour régner, qu'on va utiliser dans l'exercice 4. Alors, souvenez-vous de ces conseils, on va les utiliser dans cet exercice. Et on commence par l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, toutes les questions, on demande d'écrire des fonctions, ou alors des modules de façon générale, donc soit des fonctions, des procédures, qui se basent sur les listes. On commence par la première question. On veut créer une liste chaînée à partir de n valeurs lues au clavier. D'accord? Ça. On a déjà parlé de ce problème en sa version itérative. Donc, je vous donne maintenant la solution itérative. D'accord? Donc, ça, c'est la solution itérative en utilisant la boucle. Et remarquez que la seule différence que j'ai apportée par rapport à la solution que j'ai donnée précédemment, c'est que j'utilise une boucle descendante. C'est-à-dire, au lieu de dire pour i de 1 jusqu'à n, pas 1, j'écris pour i de n jusqu'à 1, pas moins 1. Et c'est la même chose, bien sûr. Donc, la boucle que j'utilise ici, elle ne sert que pour répéter les actions n fois. D'accord? Et donc, je peux l'écrire de façon ascendante de 1 jusqu'à n, ou alors de façon descendante de 1 jusqu'à 1, c'est la même chose. Ça. Rappelez-vous que dans la solution itérative, il fallait initialiser le pointeur de la liste L à nil. Ensuite, à l'intérieur de la boucle, vous avez trois choses à faire. Vous allez créer le maillon, vous allez lui attribuer une valeur et vous allez ajuster l'échaînage. Et lors de la sortie, vous allez fermer la liste. Alors, cette solution que j'ai donnée, bien sûr, c'est la première méthode de création que j'ai donnée, qu'on appelle la méthode FIFO. D'accord? Pourquoi FIFO? Parce que le premier élément que je vais créer, il va rester dans la première position. Le deuxième élément que j'ai ajouté, il va se trouver sur la deuxième position. Et le dernier élément que je vais insérer dans la liste, il va se trouver sur la fin de la liste. Donc, chaque élément prend sa place en fonction de son arrivée, l'ordre de son arrivée. D'accord? Ça. Alors, en s'inspirant justement de la solution itérative, on va essayer de parler qu'est-ce qu'on doit écrire comme condition et action dans le cas de base et qu'est-ce qu'on doit écrire comme condition et action dans le cas général, en se basant sur les conseils précédents. D'accord? Alors, je commence par le cas de base. Comme j'ai dit précédemment, j'ai dit que la condition d'arrêt, ça correspond exactement à l'inverse. J'ai dit que la condition qu'on utilise dans le cas de base, elle correspond exactement à la condition d'arrêt de la boucle. Donc, la boucle, elle se répète pour i de n jusqu'à 1. Donc, c'est clair qu'on arrête la répétition dès que i est égal à 0. Dès que i est égal à 0. Autrement, je répète tant que i est supérieur ou égal à 1. Donc, je m'arrête lorsque i est inférieur à 1, c'est-à-dire i est égal à 0. D'accord? Et donc, la condition d'arrêt qu'on va utiliser dans le cas de base, c'est lorsque i est égal à 0, ou alors vous pouvez même écrire lorsque i est inférieur à 1. Mais je vous conseille de mettre i est égal à 0. Maintenant, quelle est l'action à faire? D'après vous, lorsqu'on arrête la répétition de la boucle, est-ce qu'il y a une chose à faire? Remarquez très bien ici. Si vous remarquez très bien la solution, vous remarquez que juste à la fin de la boucle, d'accord, après la fermeture de la boucle, il y a une action à faire. C'est affect suivant Q nil. Et cette instruction, elle permet justement de fermer la liste en mettant la valeur nil sur le champ suivant du dernier maillon. Donc, l'instruction ou alors l'action qu'on va faire dans le cas de base consiste à fermer la liste. Ça. On passe maintenant au cas général. Alors, j'ai dit que la condition utilisée dans le cas de base, c'est la condition d'arrêt. Et aussi, j'ai dit aussi que la condition qu'on utilise dans le cas général, ça correspond à la condition de répétition. Donc, vous répétez tant que i supérieur ou égal à 1, parce que i commence de 1 jusqu'à 1. Donc, tant que i supérieur ou égal à 1, je répète. Donc, la condition, c'est lorsque i supérieur strictement à 0, ou alors supérieur ou égal à 1. Et justement, dans ce cas justement, quelles sont les actions à faire? Faites attention. Je vous répète qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut traiter l'élément courant, d'accord, l'élément l'unsur al-hali, et faire appel pour traiter le prochain. Ça. Par rapport à un élément, ou alors l'élément courant, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Justement, je dois préparer un maillon. Et lorsque je dis préparer un maillon, c'est-à-dire, vous allez créer le maillon, vous allez lui attribuer la valeur et vous allez ajuster son chaînage selon les deux cas. D'accord? C'est-à-dire préparer le maillon. Mais
Vous remarquez que la solution itérative, elle ne fait pas seulement ça. Elle fait ces trois opérations, mais elle répète encore les mêmes opérations pour la prochaine fois. Et donc, de façon récursive, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai traité l'élément courant. Il faut faire un appel récursif pour traiter le prochain élément. C'est aussi qu'on doit faire. Maintenant, pour traiter le prochain élément, faites attention. Actuellement, on a créé un élément. Donc, actuellement, vous avez déjà le pointeur L et vous avez le pointeur Q et vous avez le pointeur P. Le pointeur P. D'accord? Alors, on a utilisé le pointeur P pour créer le maillon et on a utilisé le pointeur Q. Son rôle, c'est qu'il pointe sur il va pointer toujours sur le dernier maillon et L va pointer toujours sur le premier maillon. Faites attention ici, justement pour la création du prochain maillon, il faut faire attention parce que je dois transmettre lors du prochain appel, d'accord, pour créer le prochain maillon, je vais transmettre non seulement L, mais je vais transmettre également le pointeur Q. Pourquoi? Parce que j'ai besoin du pointeur Q pour que lorsque je crée un nouveau maillon, je vais faire le chaînage. D'accord? Alors, voyons maintenant la solution. Alors, vous avez une procédure créée liste, d'accord? Vous avez un résultat var L et vous avez un autre paramètre qui est transmis par variable. Parce que j'ai dit que après chaque appel récursif, il faut transmettre le pointeur Q pour justement assurer de faire l'échaînage correctement. D'accord? Et vous avez bien sûr l'indice I. D'accord? Ça. On commence par le cas de base. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque i est égal à 0. Et lorsque i est égal à 0, je fais l'instruction qui vient juste après la boucle, c'est-à-dire fermeture de la liste. Donc, affect suivant Q, nil. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que i il est supérieur à 0. D'accord? Il ne peut pas être négatif, bien sûr. Lorsque i il est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire toutes les opérations permettant de préparer un maillon. Vous allez créer le maillon. Vous allez lui attribuer la valeur et vous allez ajuster son chaînage. D'accord? Et juste après ça, donc vous venez de créer le maillon et faire son chaînage et sa valeur. Et par la suite, vous allez faire un appel récursif pour justement créer le prochain maillon. Et donc, voici l'appel récursif. Vous faites créer LLC, L, tête de la liste, Q qui pointe sur le dernier maillon qu'on a déjà créé. Et je fais I-1. C'est comme si je descends vers le prochain élément. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, l'appel récursif header va me permettre à chaque fois de créer un maillon et faire descendre i de 1 jusqu'à atteindre i égal à 0. Et à ce moment, donc, on a terminé de créer les n maillons et donc, il ne reste qu'à fermer la liste. Et voici l'appel que vous allez faire. Alors, faites attention, ne mettez pas init L à l'intérieur de la procédure. Faites attention parce que vous allez faire un appel récursif. Donc, si vous mettez init L à l'intérieur de la procédure, ça veut dire qu'à chaque fois, la liste, elle sera réinitialisée à nil. Alors, faites attention. Donc, quel cas je fais l'initialisation de la liste? C'est avant l'appel, justement. Alors, j'initialise L à nil et j'initialise Q à nil. Ensuite, je lance l'appel à la procédure récursive en disant créer LLC, L, Q et N. Et donc, au départ, bien entendu, I commence par N. Et elle va faire des appels récursifs de telle sorte à créer un maillon avec leur chaînage jusqu'à arriver à 0 et elle va fermer la liste. Passons maintenant à la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode LIFO. La méthode LIFO, ça veut dire last in, first out, d'accord? Donc, le premier élément que je vais insérer, je vais le voir en dernière position. Donc, c'est comme si les éléments vont se créer dans l'ordre inverse. Tel que le premier élément que je crée, il va être dans la dernière position. Et le dernier élément que j'ai créé, il va se mettre sur la première position. Alors, je vous rappelle la solution itérative justement. Et je vais l'écrire toujours de façon descendante. Donc, init L, la même chose. Pour i de n jusqu'à 1 pas moins 1 faire, vous allez faire trois choses. Donc, vous allez créer le maillon, vous allez lui affecter la valeur et vous allez faire le chaînage de cette manière. Alors, je m'excuse, le fancy hata, il est en plus. D'accord? Ça. Et c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'on doit faire dans la deuxième méthode de création. Maintenant, passons à la récursivité. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la condition d'arrêt, elle correspond exactement à la condition qu'on utilise dans le cas de base. Donc,
On s'arrête lorsque i est égal à 0 et c'est exactement la condition de base. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque la boucle elle termine son travail? Juste après la boucle, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous remarquez qu'après la boucle, on ne fait rien. Et donc, c'est la même chose ici. Juste après la boucle, on ne fait rien. Donc, rien à faire dans le cas de base. Et comme il n'y a rien à faire dans le cas de base, c'est pas la peine même pas de parler du cas de base. D'accord? On passe maintenant au cas général. Alors, dans le cas général, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape? Justement, dans chaque étape, comme tout à l'heure, vous allez créer le maillon, vous allez lui attribuer la valeur, vous allez ajuster son chaînage et vous allez faire un appel récursif pour créer justement le prochain maillon. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin du pointeur Q. Donc, le cas général, c'est lorsque i est supérieur à 0. Première chose, il faut commencer par préparer un nouveau maillon en faisant les trois choses. Création, affectation de valeur et chaînage. Et deuxième étape consiste à lancer la création du reste des maillons en transmettant L. En transmettant seulement L. Donc on n'a pas besoin de transmettre P parce que P on l'utilise pour la création. Donc à chaque fois vous allez utiliser P pour créer un nouveau maillon. D'accord? Mais on a besoin nécessairement de transmettre var L. Donc il faut mettre var L. Et voici donc la solution récursive. Donc vous allez écrire ici procédure créer LLC. Var L tête de la liste et I c'est l'indice. D'accord? Et on commence, donc on a remarqué qu'on ne traite pas le cas de base, on traite seulement le cas général. Donc lorsque i est supérieur à 0, on va faire trois choses. Donc on va créer le maillon, on va lui attribuer la valeur et on va ajuster le chaînage. Et juste après ça, il faut faire un appel récursif pour créer le prochain maillon en disant créer LLC L I moins 1. D'accord? Et l'appel se fait de cette manière. Bien entendu, comme tout à l'heure, il ne faut pas initialiser L à l'intérieur de la procédure, mais avant de faire l'appel. Donc, init L, ensuite, j'appelle la procédure créer LLC L, N. Bien entendu, il commence par N. Alors, j'espère que c'est clair. On passe maintenant, j'ai un petit énigme. Donc, l'ours basset. Là, vous avez quatre solutions. Ces quatre solutions sont censées normalement afficher les éléments d'une liste. D'accord? Ça. La question que je pose ici, quelles sont les bonnes solutions parmi ces quatre solutions? Faites attention et concentrez-vous à ça. Alors, quelles sont les solutions qui sont justes et quelles sont les solutions qui sont fausses? Ça. On commence par la première solution. D'après vous, est-ce que la solution elle est bonne ou alors fausse? La réponse, c'est que la première solution, elle est correcte. Elle est correcte. Ça. Les gens qui me connaissent et qui ont vu déjà les vidéos que j'ai fait précédemment, si vous avez bien remarqué la vidéo d'affichage, j'ai utilisé une méthode qui ressemble à la quatrième. Donc c'est la quatrième solution que j'ai donnée auparavant. Ça. Remarquez ici que j'ai utilisé un seul pointeur, c'est-à-dire le pointeur L. D'après vous, est-ce que la solution elle est bonne ou alors fausse? Faites attention, à chaque fois le pointeur L va avancer vers le prochain maillon. Bien sûr, à chaque fois j'affiche un élément et j'avance le pointeur jusqu'à avoir L égale nil et j'arrête. Ça. Et bien je vous dis que cette solution, elle est correcte, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Ça, bien que, ou là malgré que elle, à chaque fois avance, mais faites attention, lorsque j'ai créé la procédure Hadi, j'ai transmis elle par valeur et non pas par variable, par valeur. D'accord? Et lorsque vous faites une transmission par valeur, ça veut dire qu'il n'y a pas le mot var ici, d'accord, avant le L, et ça veut dire que ce L, c'est une copie du L original. D'accord? Ce L, c'est une copie du L original. Ça veut dire que je ne vais pas travailler avec le L original, mais je vais travailler avec une autre, avec sa copie. D'accord? Et donc, lorsque je fais avancer, je fais déplacer le pointeur L, en réalité, j'avance ou alors je déplace la copie et non pas L original. D'accord? Et c'est pour cette raison que cette solution, elle marche très bien. Donc, le L, qui est une copie du L original, va être initialisé au départ, premier élément. À chaque fois, j'affiche un élément et j'avance vers le prochain jusqu'à avoir L égale à nil. Et l'appel de cette procédure se fait avec affiche L, tout simplement. Donc, la première solution, elle est correcte. Je passe maintenant à la deuxième solution. D'après vous, est-ce que la deuxième solution, elle est correcte ou pas? Ça. Si vous allez comparer entre les deux solutions, vous allez voir que la seule différence qui réside entre les deux solutions, c'est que ici, je vois le mot var devant le paramètre L. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai fait une transmission par variable et non pas une transmission par valeur. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le L que je vais travailler avec la procédure, c'est exactement le L original de l'algorithme et non pas une copie. Donc, ce qui va se passer sur cette procédure, il va se passer ou alors il va s'exécuter sur le L original. Donc, si vous allez avancer le pointeur L, et ici dans la procédure, sachez c'est le L original qui va se déplacer. Et donc, vous allez perdre l'adresse du premier maillon. D'accord? Et pour cette raison, cette solution, elle est fausse. Donc, remarquez qu'une petite différence entre la première et la deuxième solution, mais la première solution, elle est correcte parce que j'ai mis une transmission par valeur du L. Et la deuxième solution, elle est fausse parce que j'ai fait une transmission par variable du pointeur L. Et à cause de ça, la valeur de L va changer. Et à cause de ça, justement, je vais perdre l'adresse du premier maillon. D'accord? On passe à la troisième solution. Alors faites attention à la troisième solution, il s'agit d'un algorithme et non pas une procédure ou fonction. C'est un algorithme. Faites attention à l'écriture. Alors, remarquez que j'écris la solution, c'est-à-dire presque comme j'ai fait avec la première solution. Donc je dis tant que L différent de nil, faire, j'affiche la valeur de L, ensuite j'avance L. Ça. Alors cette solution, bien sûr, c'est exactement comme la deuxième solution. Parce que vous allez travailler avec le L original, vous allez déplacer le pointeur L en l'avançant à chaque fois vers le prochain élément, jusqu'à avoir L égale à nil. Donc, juste après cette boucle, si vous avez un autre traitement que vous voulez effectuer sur la liste, vous trouvez L qui pointe sur nil, donc qui ne pointe pas sur le premier maillon de la liste. Et donc, c'est comme si vous avez perdu la seule manière qui vous permet d'accéder à la liste, c'est-à-dire le pointeur L. Et pour cette raison, cette solution, elle est également fausse. On passe à la quatrième solution. Alors, la quatrième solution, c'est la solution que j'ai donnée déjà auparavant. Et bien sûr, cette solution, elle est correcte à 100%, tout simplement parce que je ne travaille pas avec L, mais j'utilise un deuxième pointeur que j'ai appelé L. Donc, le deuxième pointeur P, il commence par L, et je vais me baser sur le pointeur P et non pas sur L. Donc, tant que P est différent de nil, j'affiche la valeur de val de P et j'affiche à chaque fois le pointeur P. Pour l'appel, bien sûr, il se fait toujours de la même manière, donc affiche L. Et la quatrième solution, elle est, bien sûr, elle est correcte. D'accord? Ça. Alors, pour arriver à une conclusion, je vous dis que la quatrième solution que j'ai donnée, elle marche dans tous les cas. Même si vous avez une fonction, ou alors une procédure, et même un algorithme, cette solution, elle marche toujours. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai donné dans la vidéo passée l'affichage en écrivant cette solution. Malgré que je sais que la première solution, elle est correcte. D'accord? La première solution, elle est correcte. Donc, remarquez, la première et la quatrième solution sont correctes. Mais faites attention. La quatrième solution, elle marche toujours. Par contre, la première solution, elle ne marche que dans le cas d'une procédure et fonction. Mais faites attention sans mettre le var devant le pointeur L. Sinon, cette solution ne marche pas. Ça. Alors, pourquoi j'ai donné maintenant ces deux solutions? Justement, j'ai donné ces deux solutions pour que, je vais vous dire justement, parce que je vais me baser sur la première solution pour justement faire les solutions que je vais, aux questions que je vais faire plus tard. D'accord? Alors, essayez de vous concentrer et mettre ça en tête. Donc, dorénavant, sachez que vous pouvez utiliser un seul pointeur pour parcourir la liste, mais faites attention, vous ne devez pas mettre var devant le paramètre L. D'accord? Alors faites attention à ça et souvenez-vous de ça parce que je vais travailler avec la première solution dans le reste des questions. Ça. On passe à la deuxième question. Justement, je veux afficher une liste, d'accord, en commençant de gauche jusqu'à la droite. De gauche à droite, ça veut dire que je commence à partir du premier maillon jusqu'au dernier maillon. D'accord? Et donc, je vais suivre exactement l'ordre des éléments dans lequel la liste elle est créée. D'accord? Ça. Voici justement la solution itérative, c'est-à-dire la solution qui utilise la boucle. Donc, remarquez que j'ai utilisé la première méthode, celle qui utilise un seul pointeur. D'accord? Sachez qu'elle est correcte. Ça. On commence maintenant par décrire ce qu'on doit faire dans le cas de base et le cas général. Pour le cas de base, on doit commencer par citer le cas d'arrêt. Dans quel cas on arrête la répétition de la boucle? C'est lorsque L égale à nil.
Donc la condition d'arrêt lorsque L égale à nil. Maintenant, mettez ça en tête. Lorsque L égale à nil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une liste vide. Ou alors vous avez L qui ne pointe sur aucun maillon. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose vis-à-vis l'affichage? Non. Donc, on ne fait rien justement. Donc, lorsque vous ne faites rien dans le cas de base, ce n'est pas la peine même pas de traiter ce cas. Et on passe au cas général. Pour le cas général, la condition de répétition, c'est exactement la condition qu'on utilise dans le cas général. Et donc, ça sera lorsque L différent de nil. Et lorsque L différent de nil, remarquez les actions qui se trouvent dans la boucle. Vous avez l'affichage d'un élément et le passage vers le prochain. Même dans le cas justement récursif, on doit faire ces deux opérations. Normalement, je dois traiter l'élément courant et lancer un appel récursif pour traiter le prochain élément. Donc, première chose à faire, il faut afficher l'élément courant, c'est-à-dire l'élément pointé par L, et ensuite lancer un appel récursif pour afficher le prochain élément. Et quel est le prochain élément de l'élément pointé par L? C'est l'élément suivant de L. D'accord? Donc, vous faites un appel récursif pour afficher suivant de L. C'est bon? Et voici donc la solution récursive. Donc, procédure affichée LLC, L de type liste, DBE. Comme j'ai dit, donc, ce n'est pas la peine de traiter le cas de base puisque rien à faire. Donc, si L différent de nil, c'est le cas général, vous allez premièrement afficher l'élément courant, donc écrire val de L, et vous allez lancer un appel récursif pour afficher le prochain maillon. Et le prochain maillon, ce n'est rien d'autre que le suivant de L. Donc, afficher LLC suivant L. On passe à la troisième question. Maintenant, je veux détruire une liste. Qu'est-ce que ça veut dire détruire une liste? Ça veut dire supprimer tous les éléments d'une liste. Ou alors supprimer tous les maillons d'une liste. Ça, je vous donne la solution justement itérative à ce problème. Donc, cette solution a été déjà traitée lors d'un TD déjà passé, dans les listes, d'accord? Je vous conseille de revoir les vidéos passées sur les listes. Et tout simplement, on a dit que tant que L différent de nil, c'est-à-dire tant que la liste n'est pas vide, je place un pointeur au début de la liste L, j'avance L vers le deuxième maillon et je supprime le premier maillon pointé par P. Et je répète ça jusqu'à avoir L égale à nil. Alors, travaillons comme d'habitude. On commence par le cas de base. Donc, quelle est la condition d'arrêt? La condition d'arrêt, c'est lorsque L égale à nil. Et qu'est-ce que ça veut dire L égale à nil? Ça veut dire que la liste elle est vide. Donc, lorsque la liste elle est vide, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à supprimer? Non. Donc, lorsque L égale à nil, on ne fait rien. Et donc, dans le cas de base, vous n'allez pas le traiter. On passe au cas général. Pour le cas général, la condition de répétition, c'est exactement la condition qu'on utilise dans le cas général, c'est exactement la condition de répétition. C'est lorsque L est différent de nil. Et remarquez qu'est-ce qu'on doit faire à chaque fois. Donc, vous remarquez que vous allez supprimer un maillon et vous allez répéter le travail. D'accord? Là, on va toujours se fixer toujours la même idée. C'est-à-dire, traiter l'élément courant et lancer un appel récursif pour traiter le prochain élément. Ça, pour traiter l'élément courant, il suffit de le supprimer justement. Alors, on va supprimer l'élément courant et on va lancer appel pour supprimer le prochain élément. D'accord? Allez. Pour supprimer le reste des éléments, bien sûr. Passons maintenant à la solution. Donc, procédure, détruire LLC, var, L, plist. Pourquoi var cette fois-ci? Parce que vous allez supprimer la liste et donc on a besoin de déplacer à chaque fois le pointeur L et on veut avoir à la fin L égale à nil, c'est-à-dire la liste vide. Ça, comme j'ai dit auparavant, donc c'est pas la peine de traiter, ou alors on ne doit pas traiter le cas de base, donc on passe directement au cas général lorsque L différent de nil. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Remarquez, c'est très simple. On procède à la suppression du premier maillon. Comment? On utilise un pointeur P, reçoit L, j'avance L vers le prochain maillon et je supprime le maillon pointé par P. D'après vous maintenant, comment je dois faire l'appel récursif? Est-ce que je fais détruire LLC suivant de L ou alors détruire LLC L? Faites attention, on a déjà avancé le pointeur L. Donc déjà le pointeur L il se trouve sur le deuxième maillon. Donc on va lancer l'appel récursif de cette manière. Détruire LLC L parce que L a déjà avancé vers le deuxième maillon. Il est déjà sur le deuxième maillon. D'accord? Et on répète ça jusqu'à avoir L égale à nil et on arrête. Alors, on passe à la quatrième question dans laquelle on demande de calculer la taille d'une liste, c'est-à-dire le nombre d'éléments d'une liste. D'accord? Voici la solution itérative. D'accord? Et donc, dans une solution itérative, bien sûr, on utilise une boucle et avec un compteur initialisé par 0.
Donc L différent de nil, à chaque fois j'incrémente le compteur et j'avance le pointeur L vers le prochain maillon. Et à la fin je retourne le résultat, c'est-à-dire CPT. Donc vous remarquez toujours que je travaille toujours avec un seul pointeur. D'accord? Faites attention, L n'est pas transmis par variable. Alors, on commence par le cas de base. J'ai dit que le cas de base, ou alors la condition du cas de base, correspond exactement à la condition d'arrêt. Et la condition d'arrêt d'une solution itérative, c'est-à-dire la boucle, lorsque L égale à nil. Donc, on s'arrête lorsque L égale à nil. Maintenant, imaginez, qu'est-ce que ça veut dire L égale à nil? Ça veut dire que soit vous avez une liste vide, ou alors L ne pointe sur aucun élément. Alors, quelle est la taille de la liste lorsque L ne pointe sur aucun maillon? Bien sûr, la taille c'est 0. Donc, on va retourner 0. Faites attention, je dis je retourne parce que je travaille avec la fonction. Maintenant, on passe au cas général. Pour le cas général, on a dit que, bien sûr, la condition de répétition de la boucle, c'est exactement la condition qu'on utilise dans le cas général. Donc, lorsque L est différent de nil. Et on fait deux choses normalement. On traite l'élément courant et on fait un appel récursif pour traiter le prochain maillon. Ça, qu'est-ce que ça veut dire traiter l'élément courant? Donc, là, on veut justement calculer le nombre d'éléments de la liste. Et pour compter le nombre d'éléments de la liste, à chaque fois, il faut incrémenter un certain compteur. Ça. Donc, maintenant, je suis sur L pointe sur un maillon. Donc, je vais compter ce maillon en disant que j'ai un élément, et je fais appel pour calculer la taille de la liste à partir du prochain maillon. Donc, je vais faire ça. Je vais retourner 1 pour dire que je compte l'élément courant et je fais un appel récursif pour calculer la taille à partir du prochain élément. Et voici donc la solution. Donc, si, je commence par le cas de base, si L égale à nil, donc retournez 0, sinon retournez 1 plus taille à partir du prochain maillon, c'est-à-dire suivant de L. D'accord? Et donc, à chaque fois, vous allez ajouter, vous allez retourner 1 plus un appel récursif au prochain maillon, jusqu'à arriver au cas où L égale à nil. Dans ce cas, vous allez retourner 0. D'accord? Et vous allez, c'est-à-dire finalement, vous allez faire la somme des 1 qu'on a vu pendant les appels récursifs. Maintenant, on passe à la question 5. Pour la question 5, on veut faire une recherche d'une valeur dans une liste. Ça. Alors, pour ce faire, là, on va opter pour un choix. Faire la recherche, dans notre cas, ça veut dire on va retourner vrai lorsqu'on trouve l'élément, ou alors la valeur, et retourner faux si on ne trouve pas la valeur. Ça. Voici la solution itérative que j'utilise. Remarquez que je ne travaille pas avec la méthode de la variable booléenne, c'est un peu plus compliqué lorsqu'elle est traduite en récursif. D'accord? Donc, je travaille avec cette solution. Faites attention. Donc, vous avez deux paramètres, L et val. Faites attention, ce L, je vais l'utiliser pour parcourir la liste et chercher val. D'accord? Type de résultat, c'est booléen. Et voici la boucle. Tant que L différent de nil et val de L différent de val, c'est-à-dire à chaque fois que je trouve la valeur du maillon pointé par L différent de val, je ne trouve pas l'élément, je fais avancer le pointeur L. D'accord? Vers le prochain maillon. Lorsque je sors de la boucle, vous avez l'un des deux cas. Soit vous sortez avec L égale à nil, soit vous sortez avec L différent de nil. D'accord? Et ce sont les deux cas dans lesquels on va décider du résultat. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors, imaginez que tous les éléments étaient différents de val. Si j'applique la boucle telle qu'elle est, elle me dit qu'à chaque fois que vous trouvez un élément différent de val, vous allez avancer le pointeur L. Justement, si tous les éléments sont différents de val, alors je vais avancer le pointeur L à chaque fois, jusqu'à avoir L égale à nil. Donc, si vous obtenez L égale à nil, ça n'a qu'une seule signification, c'est que la valeur n'existe pas, donc on retourne faux. Maintenant, si vous allez, au cours de la recherche, vous allez trouver la valeur, donc vous tombez sur un élément qui contient la valeur val, donc normalement, on va quitter immédiatement la boucle avec L différent de nil, et dans ce cas, on va retourner vrai. Alors faites attention, ça c'est un problème de recherche. Donc dans le cas de base, vous avez en réalité deux cas. Vous avez le cas d'échec et le cas de succès. Alors dans quel cas je dis que j'ai un échec, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la valeur? C'est très clair. D'après la solution récursive, je retourne faux lorsque L égale à nil. C'est exactement donc la même chose dans la solution récursive. Donc lorsque L égale à nil, on retourne directement faux pour dire qu'on n'a pas trouvé la valeur.
Le deuxième cas de base, c'est le cas de succès. Yani, on s'arrête et on a trouvé la valeur. Alors, dans quel cas je dis que j'ai trouvé la valeur? Donc, imaginez que vous avez un pointeur L qui va se déplacer sur la liste. Dans quel cas je dis que j'ai trouvé la valeur? Donc, la condition qui signifie, qui correspond au cas de succès, c'est lorsque L différent de nil, faites attention, L différent de nil, ça veut dire L, il est toujours dans la liste, et vous trouvez val de L égale à val, c'est-à-dire vous tombez sur un élément ayant la valeur val. Et dans ce cas, bien sûr, vous allez retourner vrai. On a trouvé la valeur. Passons au cas général. Cas général, c'est-à-dire le cas qui correspond à la recherche. Alors, remarquez très bien la boucle Tana. Ça, c'est la boucle qui nous permet de répéter et d'avancer pour chercher la valeur. D'accord? Ça. Et vous trouvez que la condition de répétition, c'est-à-dire on répète l'avancement de L, à chaque fois que j'ai L différent de nil et la valeur du maillon pointé par L différent de val. Et donc, cette condition de répétition, elle correspond exactement à la condition qu'on va utiliser dans le cas général. Donc, lorsque L différent de nil et val de L différent de val, et d'après vous, quelle est l'action à faire justement? Remarquez dans la, qu'est-ce qu'on fait? On avance vers le prochain. Et ce qui est équivalent à ça dans le cas de la récursivité, ça veut dire que vous faites un appel récursif pour chercher à partir du prochain élément. D'accord? Donc vous lancez la recherche à partir du prochain élément. Et on arrive à écrire maintenant la solution. Donc la solution, elle possède deux paramètres, L et val, type de résultat booléen. Donc le cas d'échec, lorsque L égale à nil, donc vous allez retourner faux. Sinon ça veut dire que L différent de nil, là vous avez deux cas. Soit vous tombez sur un élément qui est égal à val, ou alors vous tombez dans un élément qui est différent de val. Donc s'il est égal à val, vous allez retourner vrai, on a trouvé la valeur. Sinon, vous faites un appel récursif à partir du prochain élément. Yani, je cherche à partir du prochain élément en disant recherche LLC suivant de L val. Passons maintenant à la sixième question. Dans la sixième question, c'est presque la même chose, sauf que cette fois-ci, on cherche, on veut retourner le maillon se trouvant à la position K dans une liste. Et lorsque je dis retourner le maillon, qu'est-ce que ça veut dire retourner le maillon? Ça veut dire retourner un résultat qui nous indique quel est le maillon qui se trouve à la position K. Et la meilleure solution qu'on peut retourner justement, c'est l'adresse du maillon. D'accord? Donc là, la meilleure solution, c'est de retourner l'adresse du maillon. Même lorsqu'il s'agit d'un vecteur. Alors la meilleure solution, c'est pas de retourner vrai ou faux. La meilleure solution, c'est de retourner l'indice de l'élément. D'accord? Il y a une haja qui nous indique quel est exactement l'élément. D'accord? Ça. Et on cherche exactement l'élément qui se trouve à la position K. Alors, je vous donne la solution itérative. Rappelez-vous, dans les vidéos passées, je vous ai dit que lorsque vous voulez travailler avec la position dans le cas des listes, il faut utiliser un indice. Et voici donc la solution itérative. Et vous voyez qu'on utilise un indice I. Alors cet indice I, en réalité, il représente à chaque fois la position du pointeur L dans la liste. Donc si L pointe sur le premier, donc I est égal à 1. Lorsque L avance vers le deuxième, vous avez I est égal à 2. L passe vers le troisième, vous avez I égal à 3, ainsi de suite. Dans quel cas on arrête ici? Donc là, on est censé chercher l'élément qui se trouve à la position K. Donc j'arrête lorsque je vois que I indique la position égale K. Ça. Et voici la solution. Donc vous allez initialiser le I par 1 et vous avez le paramètre L. Au départ, normalement, il commence par le premier élément de la liste. Tant que L différent de nil, tant que je n'ai pas atteint la fin de la liste, donc j'arrête dans le cas où je trouve un élément ayant la position égale à K. Donc si je trouve I égale à K, alors directement je retourne l'adresse qui est contenue dans le pointeur L, c'est-à-dire l'adresse du maillon qui se trouve à la position K. Maintenant, si I différent de K, qu'est-ce que ça veut dire I est différent de K? Ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé au maillon qui possède la position égale K. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut avancer les deux. Faites attention, les deux. Avancer le pointeur et l'indice. Le pointeur et l'indice. Pour que, lorsque L pointe sur le deuxième, vous avez I égal à 2. Lorsque L pointe vers le troisième, I égal à 3. Et ainsi de suite. Alors, dans quel cas on arrête? Vous avez deux possibilités d'arrêt. Soit on s'arrête lorsqu'on trouve I égal à K, ça veut dire j'ai trouvé l'élément qui se trouve à la position K. Alors je vais retourner L, ou alors je m'arrête lorsque
la position K, elle n'existe pas dans la liste. Par exemple, je cherche le 5e élément alors que la liste contient uniquement 3 éléments. Alors si j'applique la boucle telle qu'elle est, à chaque fois vous allez avancer le pointeur L et vous allez incrémenter l'indice I. Ça, jusqu'à atteindre le 3e maillon, c'est-à-dire le dernier maillon, vous trouvez que I est toujours différent de K. Alors j'avance encore L, j'obtiens L égale à nil et j'obtiens I égale à 4. D'accord? Vous remarquez que L est égal à nil, ça veut dire que je n'ai pas pu trouver l'élément qui se trouve à la position 5, tout simplement parce que la valeur de K, elle était trop grande. Donc, en sortant de la boucle, sachez qu'on sort pour une seule raison, c'est parce que L égale à nil. Et si on sort parce que L égale à nil, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé cet élément, donc on va retourner l'adresse nil pour dire qu'on n'a pas trouvé l'élément qui se trouve à la position K. Et la raison, parce que la valeur de K, elle était trop grande. Passons maintenant à la solution récursive. Cas de base. Alors, comme on a vu dans la question 5, vous avez deux cas de base, soit le cas de succès ou alors le cas d'échec. On commence par le cas d'échec. Dans quel cas je dis que j'ai un échec? J'ai déjà parlé de ça dernièrement. On parle d'échec, situation d'échec, lorsqu'on quitte la boucle sans retourner l'adresse de L. D'accord? Et dans quel cas on quitte la boucle? C'est lorsque L égale à nil, on n'obtient pas le maillon, et donc on retourne la valeur nil. Et donc la condition, c'est lorsque L égale à nil, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On retourne nil, c'est-à-dire on n'a pas trouvé la valeur. Maintenant, cas de succès. Dans quel cas je dis que je suis dans un cas de succès? C'est-à-dire je trouvais l'élément qui se trouve à la position K. Tout simplement, vous avez cette condition. Lorsque L est toujours différent de nil, et je trouve I est égal à K. C'est-à-dire je me positionne sur un maillon qui possède la position égale à K. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je retourne, bien sûr, L. Et passons maintenant au cas général. Cas général, c'est-à-dire je suis en cours de recherche, donc je ne suis pas encore arrivé à la position K. Et justement, la condition de répétition, c'est, c'est-à-dire la condition qu'on va mettre ici, c'est lorsque K, plutôt L différent de nil, et vous avez I différent de K, ou alors I inférieur à K. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça correspond exactement au cas sinon. Donc le cas sinon, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Il faut faire deux choses. Et il faut avancer l'indice I, et bien sûr, avancer le pointeur L pour chercher à partir du prochain maillon. Donc, je vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ici. Il faut lancer la recherche récursive à partir du prochain élément, c'est-à-dire suivant de L, tout en avançant bien sûr I. Alors, remarquez une chose que j'ai fait différemment par rapport aux solutions précédentes. Remarquez que j'ai, dans la solution que je viens d'écrire, la solution itérative, et pour changer justement, alors j'ai essayé de vous montrer que je peux écrire une solution récursive en utilisant, c'est-à-dire l'approche ascendante. Yani, je commence de la plus petite valeur et je monte jusqu'à la plus grande valeur. Autrement, je parle de l'indice Ihnaya. D'accord? Remarquez que moi, d'habitude, je commence à partir de la valeur la plus grande et je descends jusqu'à 1. Mais là, vous remarquez que pour changer, moi j'ai choisi dans cette question d'utiliser l'approche ascendante et vous allez voir la différence. Ça. Alors, voici la solution. Donc, recherche LLC pose. Elle nous donne la position, l'élément qui se trouve à la position K. Donc, L comme paramètre, pointeur de la liste. I, l'indice de parcours. Et K c'est la position de l'élément cible. D'accord? Et le type de résultat, c'est un pointeur, donc de type plist. Ça. Remarquez que je vais travailler avec ces trois paramètres. Donc faites attention, I représente la position actuelle, courante, et K, ça représente la valeur finale, ou alors la position finale. Ça, on commence par le cas de base. On a dit le cas de base, c'est lorsque L égale à nil, j'arrive pas à trouver l'élément, donc je retourne directement nil. Sinon, ça veut dire que L est différent de nil, et là vous avez deux cas. Soit vous avez I égale à K, donc je me trouve sur l'élément qui possède la position K, alors je retourne directement l'adresse contenue dans le pointeur L. Sinon, ça veut dire que L est différent de K, donc je n'ai pas obtenu l'élément qui se trouve à la position K. Alors qu'est-ce que je fais? Un appel récursif. À partir du prochain maillon, faites attention, donc recherche LLC pose, à partir du prochain maillon, donc suivant L, mais je fais incrémenter l'indice. Et pourquoi?
Parce que j'ai avancé vers le prochain maillon, donc il faut encore avancer l'indice de parcours par 1. Et je laisse K tel qu'il est. D'accord? Pour faire appel à cette fonction, justement, je fais l'appel de cette manière. Puis le choix, recherche LLC pose L1K. L1K. C'est-à-dire le I commence par 1 et à chaque fois il va s'incrémenter jusqu'à qu'on atteint le maillon qui se trouve à la position K, ou alors on sort avec L égale à nil. Ça c'est en travaillant avec un indice qui s'incrémente. Maintenant, si vous voulez travailler de manière descendante, utiliser un indice qui commence à partir de K et descend jusqu'à 1. D'accord? Dans ce cas, vous allez supprimer ce paramètre K, vous allez le supprimer, d'accord? Et au lieu de dire si I est égal à K, vous allez dire si I égale à 1, et non pas K. I est égal à 1, d'accord? Et dans le cas de sinon, vous allez dire, au lieu de dire suivant de L, I plus 1, vous allez dire suivant de L, I moins 1. Parce qu'à chaque fois, je vais décrémenter l'indice I. Mais, lors de l'appel, bien sûr, j'enlève, je supprime le paramètre K, mais j'initialise l'indice I, non pas par 1, mais à partir de K. Donc, à partir de K, et à chaque fois, je descends jusqu'à trouver la première, jusqu'à trouver I égale à 1. Et dans ce cas, je retourne le résultat, ou alors trouver L égale à nil, et je retourne nil. Alors, j'espère que vous avez compris la différence entre la solution dans laquelle j'utilise un indice ascendant, de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur, ou alors une solution qui utilise un indice descendant, donc il commence à partir de la plus grande valeur et il descend jusqu'à la plus petite valeur. Et vous remarquez ici que lorsque vous travaillez de manière descendante, vous utilisez un paramètre en moins. D'accord? Lorsque vous travaillez de manière descendante, vous allez utiliser 2 paramètres au lieu de 3. D'accord? C'est-à-dire la seule différence. Sinon, les deux solutions, bien sûr, sont correctes. Passons maintenant à la question 7, dans laquelle on cherche à compter le nombre d'occurrences d'une valeur val. C'est-à-dire, combien de fois je trouve la valeur val dans la liste. Et voici la solution itérative. Elle est très simple. Vous utilisez un compteur, initialisé par 0. À chaque fois que vous trouvez la valeur de L, valeur du maillon pointé par L égale à val, vous incrémentez le compteur, sans oublier à chaque fois d'avancer le pointeur L. Et à la fin, vous allez retourner le compteur. Ça. Commençons par le cas de base. Alors, le cas de base, ça correspond, la condition, elle correspond exactement au cas d'arrêt. Alors, on s'arrête lorsque L égale à nil. Et justement, lorsque vous allez L égale à nil, et sachant que ça c'est une fonction, on doit retourner quel résultat? Lorsque L égale à nil, ça veut dire que vous n'avez pas de liste, vous n'avez pas de maillon. Et donc, quel est le nombre d'occurrences de val? Bien sûr, c'est 0. Donc, vous allez retourner 0. Et le cas général, c'est-à-dire vous êtes en cours de recherche, ce n'est pas encore la fin de la liste, d'accord? Donc la condition, c'est la condition de répétition de la boucle, donc c'est lorsque L différent de nil, d'accord? Et là vous avez 2 cas. Vous avez 2 cas. Donc si vous avez L différent de nil et vous trouvez la valeur de L est égale à val, vous allez faire un traitement. Et si vous trouvez L différent de nil et la valeur de L différent de val, vous allez faire un autre traitement. Alors d'après vous, lorsque vous trouvez la valeur val de L, elle est égale à val, qu'est-ce qu'on va faire normalement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Faites attention, on cherche le nombre d'occurrences de val. Donc, si vous trouvez val de L égale à val, ça veut dire que j'ai trouvé une occurrence, donc je dois retourner 1. Mais je ne dois pas dire que je retourne 1 seulement. Non, je dois retourner 1 et faire un appel récursif pour chercher le nombre d'occurrences à partir du prochain maillon. Donc, je vais retourner 1 plus le nombre d'occurrences à partir de l'élément prochain. D'accord? Et ça, c'est un appel récursif, bien sûr. Le deuxième cas, c'est lorsque vous tombez sur un élément qui n'est pas égal à val, ou si l'élément n'est pas égal à val, normalement, on doit passer au prochain. Et pour passer au prochain, il faut retourner un appel récursif qui calcule, permettant de calculer le nombre d'occurrences à partir du prochain élément. D'accord? Donc vous trouvez que dans les deux cas, il y a une chose au commun entre les deux cas. Dans les deux cas, vous devez lancer la recherche à partir du prochain élément. Mais dans le premier cas, vous allez ajouter 1 au résultat. Dans le deuxième cas, vous faites seulement l'appel récursif. Et voici la solution qu'on obtient. Donc, on commence par le cas de base. Donc, lorsque L égale à nil, je retourne 0. Il n'y a pas d'occurrence. Sinon, vous avez 2 cas. On commence par lorsque val de L est égal à val. Donc, si vous trouvez la valeur de L dans un maillon, vous allez retourner 1 plus faire justement un appel récursif
A, nombre occurrence LLC, à partir de suivant de L, val. Yani c'est 1 auquel j'ajoute le nombre d'occurrences à partir du suivant. Sinon, ça veut dire que val de L est différent de val, donc l'élément ne contient pas val. Donc il suffit de faire un appel récursif à partir du prochain maillon, donc NVOC LLC, suivant de L, val. Passons à la dernière question de l'exercice 3. Alors, je veux savoir est-ce que la liste elle est triée dans l'ordre croissant ou non. Et pour se faciliter la tâche, on va considérer l'ordre croissant strict, c'est-à-dire il faut que tous les éléments, il faut que chaque élément soit inférieur strictement à son suivant. D'accord? On ne permet pas l'égalité. Ça. Voici la solution itérative que je propose. Donc, toujours je ne travaille pas avec la variable booléenne. Donc, voici la boucle. Tant que L différent de nil et suivant de L différent de nil, c'est-à-dire la liste, elle n'est pas vide et elle ne contient pas un élément, ou alors ce n'est pas la fin de la liste, ou alors je ne suis pas sur le dernier maillon, d'accord? Donc cela suppose quoi? Cela suppose que vous avez au moins deux éléments en cours, deux éléments à traiter en cours. Ça. Dans ce cas justement, si vous avez une liste qui contient au moins deux éléments qui restent encore, alors je compare. Est-ce que val de L supérieur égale à valeur du suivant de L? Yani, est-ce que la valeur de l'élément courant, elle est supérieure ou égale à la valeur de l'élément qui vient juste après? Ça, si vous avez ce cas, ça veut dire que votre liste, elle n'est pas triée dans l'ordre croissant, donc vous allez retourner directement faux. D'accord? Vous allez retourner directement faux, parce que vous avez trouvé un élément qui est supérieur ou égal à son suivant. Donc, elle n'est pas croissante. D'accord? Vous retournez directement faux. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de l'élément courant, elle est inférieure par rapport à la valeur de l'élément suivant. Et donc, ça veut dire que ces deux éléments sont triés dans l'ordre croissant. On ne peut rien dire, mais il faut dire qu'il faut passer au prochain élément. Parce que ces deux éléments sont bons, mais il faut passer aux deux prochains éléments. D'accord? En sortant de la boucle, faites attention ici. Dans quel cas, d'après vous, je sors de la boucle? C'est lorsque la condition elle est fausse. Et qu'est-ce que ça veut dire la condition elle est fausse? Ça veut dire que vous obtenez la condition d'arrêt. La condition d'arrêt, c'est exactement l'inverse de la condition de répétition. Et donc ça donne quoi? Ça donne L égale à nil ou suivant de L égale à nil. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire soit vous obtenez une liste vide, ou alors L ne pointe sur aucun maillon, ou alors vous avez L qui pointe sur un seul maillon. Un seul maillon. D'accord? Ça. Au cours de la vérification, on est en train à chaque fois d'avancer le pointeur L. Imaginez, jusqu'à atteindre le dernier élément. Lorsque vous allez atteindre le dernier élément, ça veut dire que vous allez avoir la condition suivante de L égale à nil. Et dans ce cas, vous allez sortir de la boucle. Donc, si vous travaillez avec cette boucle, et à chaque fois que vous trouvez val de L inférieur à val de suivant de L, à chaque fois vous allez avancer le pointeur L. De cette manière, si tous les éléments sont triés dans l'ordre croissant, ça veut dire qu'elle va avancer à chaque fois jusqu'à arriver au dernier élément. Et dans ce cas, on sort de la boucle. Donc, si vous sortez de la boucle en ayant suivant de L égale à nil, et même lorsque L égale à nil, vous allez retourner le résultat vrai. D'accord? Vous allez retourner le résultat vrai. Ça veut dire que tous les éléments sont triés dans l'ordre croissant. Cela suppose aussi que lorsque vous avez une liste qui contient une liste vide ou alors une liste qui contient un seul maillon, on considère par défaut que c'est une liste triée dans l'ordre croissant. D'accord? Passons au cas récursif, la solution récursive. Cas de base. Alors, cas de base ici, bien sûr, vous avez deux cas, succès, échec. On commence par le cas du succès. Dans quel cas je dis que notre liste elle est triée dans l'ordre croissant? On dit que notre liste elle est triée dans l'ordre croissant, remarquez très bien, c'est lorsqu'on retourne vrai. Et dans quel cas on retourne vrai? C'est lorsqu'on quitte la boucle. Et dans quel cas on quitte la boucle? C'est lorsque L égale à nil ou suivant de L égale nil. Donc ça c'est la condition qui correspond au cas de succès. Et dans ce cas, on retourne bien sûr le résultat vrai. Pour le cas d'échec, dans quel cas j'ai un cas d'échec? Bien sûr, vous avez toujours la condition de la boucle, elle est toujours vérifiée. Donc L différent de nil et suivant de L différent de nil. Mais vous avez val de L qui est supérieur ou égal à val de suivant de L. C'est-à-dire que vous avez deux éléments qui ne sont pas triés dans l'ordre croissant. Et donc, voici la condition d'échec. D'accord? Donc la liste ne contient pas, elle n'est pas vide, elle ne contient pas un élément.
et la valeur de l'élément courant, elle est supérieure ou égale à la valeur de son suivant. Et dans ce cas, on retourne bien sûr faux parce que la liste n'est pas triée. Et bien sûr, vous avez le cas général. Alors, le cas général, ça correspond exactement au cas sinon. D'accord? Dans quel cas on fait le sinon? On fait le sinon justement, c'est lorsque la liste n'est pas vide, la liste ne contient pas un élément, et en plus de ça, val de L, l'élément courant, elle est inférieure strictement à la valeur de son suivant, c'est-à-dire ces deux éléments sont triés dans l'ordre croissant. D'accord? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Il faut continuer à vérifier en passant vers le prochain maillon. Donc vous allez faire deux choses. Donc voici la condition TACOM dans le cas général. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer la vérification à partir du prochain élément, c'est-à-dire faire un appel récursif. D'accord? Passons à la solution. Voici la solution TANA. Donc on a besoin d'un seul paramètre, c'est-à-dire L, type de résultat booléen, début. On commence par le cas de succès par exemple. Donc si L égale à nil ou suivant de L égale à nil, donc soit la liste elle est vide ou alors contient un élément, vous allez retourner vrai. Sinon, ça veut dire que la liste elle contient au moins deux éléments. Au moins deux éléments. Donc si vous avez val de L supérieur ou égal à val du suivant de L, on s'arrête directement en disant que le résultat c'est faux parce que ces deux éléments sont triés dans l'ordre décroissant et par conséquent la liste elle ne peut pas être triée dans l'ordre croissant. Sinon, ça veut dire que vous avez val de L inférieur strictement à val de suivant de L. Donc, ces deux éléments sont triés dans l'ordre croissant. Il faut vérifier les deux prochains éléments. Et pour cela, on lance un appel récursif en disant retourner et trier à partir du suivant de L. D'accord? Ça, on a terminé avec l'exercice 3. J'espère que c'était clair. On passe maintenant à l'exercice 5 qui contient deux questions, toujours sur les listes. Et cette fois-ci, on veut écrire des modules récursifs pour réaliser les opérations suivantes et ainsi que faire un déroulement pour ces deux modules avec une liste qui contient trois éléments pour qu'on puisse voir justement le fonctionnement. Alors, je commence par la première question. La première question, faites attention, je veux afficher la liste ou alors on dit imprimer la liste. Mais cette fois-ci, je ne veux pas l'afficher dans le même sens que tout à l'heure. D'accord? Donc, je ne veux pas l'afficher du début jusqu'à la fin, mais je veux l'inverse. Je veux l'afficher à partir de la fin et je remonte jusqu'au début. Mais on sait tous que la liste, c'est-à-dire le chaînage des maillons de la liste, c'est toujours de gauche à droite. Et la liste qu'on travaille avec d'habitude, elle est une liste unidirectionnelle. Vous n'avez pas les deux sens. Donc, vous n'avez que le sens qui vous permet d'aller vers le suivant. Ça, là, vous avez un très grand problème et la solution itérative, elle est un peu difficile à trouver. Par contre, la solution récursive, elle est très simple à écrire. Alors, pour la solution itérative, je vous conseille de consulter notre site. Donc, vous trouvez pas mal de sujets d'examen. Parmi ces sujets d'examen, vous allez trouver un examen dans lequel on a posé justement cette question, écrire une fonction qui permet d'afficher les éléments de la liste à partir de la fin jusqu'au début. Et vous voyez bien sûr les solutions qu'on a données. Maintenant, on va se baser sur la solution récursive. En commençant par le cas de base. Alors, le cas le plus simple à traiter, c'est lorsque, et vous avez vu ça durant les questions précédentes, lorsque la liste elle est vide. Et bien sûr, lorsque la liste elle est vide, quel est le traitement qu'on doit faire? Bien sûr, on ne fait rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de maillon, donc on ne va pas faire un affichage. Donc, on ne fait rien. C'est-à-dire le cas de base, on ne va pas le faire. Maintenant, passons au cas général. On a dit que dans le cas général, vous devez traiter l'élément courant et lancer un appel récursif pour traiter les éléments qui restent à partir du prochain. Ça, d'après vous, est-ce que j'affiche le premier élément ou alors j'affiche le reste avant? La réponse, elle est très claire. Normalement, je dois afficher le premier élément en dernier. Donc, c'est le dernier élément que je dois afficher. Donc, normalement, je dois afficher les éléments qui viennent juste après, ensuite afficher l'élément courant. D'accord? Ça, pour afficher les éléments qui restent à partir du prochain maillon, je lance un appel récursif. Ensuite, j'affiche l'élément courant. D'accord? L'appel récursif, à chaque fois, il va se dire, j'affiche les éléments qui viennent après, ensuite j'affiche moi-même.
D'accord. Et si je répète l'astuce Hada, ou alors la méthode Hadi plusieurs fois, à chaque fois, vous allez voir que chaque élément va dire la même chose. J'affiche ce qui vient après moi, ensuite j'affiche ma valeur. Et si je répète ça de la même manière, vous allez voir qu'à la fin, on affiche le dernier élément, ensuite l'avant-dernier, ensuite l'avant-avant-dernier, et on fait marche arrière jusqu'à afficher le premier. Et vous allez comprendre ça très bien à travers le déroulement. Donc, le cas général, c'est lorsqu'un différent de nil. J'ai dit que on doit lancer l'affichage inversé à partir du prochain élément, donc un appel récursif, et par la suite afficher la valeur du premier élément de la sous-liste courante. Je dis bien sous-liste courante, parce qu'à chaque fois vous avez une partie de la liste, et non pas toute la liste. D'accord? Ça, vous allez comprendre ça lorsque je vais faire le déroulement. Voici maintenant la solution. Alors cette procédure, bien sûr, va afficher les éléments dans l'ordre inverse, donc du dernier jusqu'au premier. D'accord? Donc, procédure imprimée LSC inverse LP list début. Donc, toujours, je travaille seulement avec le pointeur L. Donc, si L différent de nil, il n'y a pas de cas de base. On fait un appel récursif pour afficher les éléments à partir du prochain. Donc, imprimer LSC inverse à partir du suivant de L. C'est l'appel récursif. Ensuite, j'affiche la valeur de l'élément courant, c'est-à-dire val de L. D'accord? Ça, un déroulement. Ça, on a dit qu'on va faire le déroulement pour 3 maillons. Faites attention et suivez très bien avec moi. Donc, si L différent de nil, alors, ça correspond bien sûr c'est le test d'arrêt. D'accord? Pour avoir, c'est-à-dire, plutôt c'est le test de répétition. Donc, si L est différent de nil, je fais un appel récursif et ensuite j'affiche l'élément. Alors je vais dérouler ça avec une liste qui contient 3 maillons. Pour se faciliter la tâche, je trouve un déroulement facile à faire, donc je vais suivre cette notation. Alors suivez avec moi. J'ai une liste qui contient 3 maillons. L qui pointe sur le maillon qui contient 5, suivi par un maillon qui contient la valeur 3, suivi d'un maillon qui contient la valeur 7. Normalement la notation elle est claire. Ça, suivez avec moi. Premier appel que je vais lancer, c'est en faisant l'appel avec L qui pointe sur le premier maillon, c'est-à-dire 5. Ça, vous lancez cet appel récursif. Il va tester L. Est-ce que L est différent de nil? Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer un appel récursif à imprimer LLC inverse à partir du suivant de L. Mais comme L pointe vers 5, c'est quoi exactement le suivant de L? Suivant de L, c'est le maillon qui contient 3. Donc, imprime LLC inverse L5 va lancer, je vous montre, première chose, elle va lancer imprimer LLC inverse à partir de L qui pointe sur le maillon 3. Faites attention, je n'ai pas avancé le pointeur L. J'ai créé une autre copie du pointeur L, et ce deuxième L, il pointe sur le maillon 3, c'est-à-dire le deuxième. Ça, justement, faites attention, normalement, imprime LLC inverse, elle va faire deux choses normales. Elle va lancer l'appel récursif et faire l'affichage. Mais faites attention, je ne peux pas faire l'affichage tant que je n'ai pas terminé avec l'appel récursif. Parce que lorsque elle imprime LLC inverse de L5, elle va lancer l'appel récursif à imprimer LLC inverse de L3. Le deuxième appel, il va se lancer lui-même. Il va faire un autre appel récursif. Parce que c'est comme si vous avez un autre L qui pointe sur 3. Et là, je teste. Est-ce que le nouveau est différent de nil? Oui. Alors, elle va faire appel récursif à imprimer LLC inverse à partir du suivant de 3. Et suivant de 3, c'est quoi? C'est 7. Donc, elle va faire un autre appel récursif à imprimer LLC inverse L7. Et remarquez qu'à chaque fois, chaque appel, lors de chaque appel, je fais un autre appel récursif avec un autre élément. D'accord? Jusqu'à arriver à imprimer LLC inverse 7. Lorsque j'arrive à inverser LLC inverse L7, c'est-à-dire L pointe sur le dernier maillon de la liste, ça, même celui-là, il va faire un appel récursif parce que L, il est toujours différent de nil, il pointe sur 7. Donc, il va faire un autre appel récursif à imprimer LLC inverse L suivant de 7. Mais suivant de 7, c'est quoi exactement? C'est nil. Donc, vous allez avoir comme paramètre L égale à nil. Et dans ce cas, lorsque vous faites appel récursif avec paramètre L égale à nil, justement, est-ce que ce cas il est traité dans la procédure? Non, il ne fait rien. Donc, c'est comme si cet appel récursif, il dit que aucun traitement à faire, je ne fais rien.
Donc, j'ai terminé le traitement associé à imprimer LLC inverse à partir de L égale à 1000. Et dans ce cas, j'ai terminé avec l'appel récursif du troisième appel que j'ai effectué, c'est-à-dire L7. D'accord? Lorsque j'ai terminé avec l'appel récursif, normalement après l'appel récursif, vous avez l'affichage. Et qu'est-ce qu'il va afficher exactement, Naya? Faites attention, je suis au niveau de cet appel. Donc j'affiche la valeur du maillon pointé par L. Et comme L, cette fois-ci, il pointe sur le maillon contenant 7, donc il va m'afficher exactement la valeur de L, qui n'est rien d'autre que la valeur 7. Et 7, c'est quoi? C'est la dernière valeur, c'est-à-dire le dernier maillon. Ça, à ce niveau, Naya, j'ai terminé d'exécuter l'appel récursif de inverser L7. D'accord? Justement, je remonte. C'est comme si je fais un dépilement et je remonte vers c'est-à-dire l'appel précédent, L7. Alors, ce qui se trouve avant L7, c'était l'appel récursif inversé L3. Inversé L3. Alors, dans inversé L3, vous avez le cadre vers Hadak. On a déjà terminé avec l'appel récursif. Et juste après l'appel récursif, normalement, vous devez afficher val de L. Sachant que val de L, cette fois-ci, c'est 3. Donc, il va m'afficher justement val de L, c'est 3. Et là, j'ai terminé avec le deuxième appel récursif, l'appel vers. Et je remonte encore vers l'appel précédent, c'est-à-dire le grand appel, ou alors le premier appel que j'ai effectué, inversé L5. Alors, inversé L5, elle contient deux opérations à faire. C'est l'appel récursif que je viens de terminer. Et en plus de ça, ou alors après ça, il faut afficher la valeur du maillon lorsque elle pointe sur 5. Et donc, il va m'afficher exactement 5. Et vous voyez que à cause de ça, donc j'ai pu, avec cette solution, j'ai pu afficher la liste à partir de la fin jusqu'au début. Alors, si vous essayez de trouver la solution itérative, vous allez déduire qu'elle est plus difficile par rapport à cette solution récursive qui est très simple. Maintenant, une petite question que je vais poser pour voir est-ce que vous avez bien compris. Si j'inverse entre les deux instructions, c'est-à-dire j'affiche val de L, ensuite je lance l'appel récursif. D'après vous, qu'est-ce que je dois avoir comme affichage? Est-ce que c'est le même affichage? Non. Là, si vous allez inverser les deux instructions, c'est-à-dire vous commencez par l'affichage, ensuite l'appel récursif, vous allez avoir l'affichage qu'on avait fait lors de la deuxième question de l'exercice 3, c'est-à-dire un affichage normal, du premier jusqu'au dernier. Parce que comment il va faire? Il va afficher le premier, il va lancer un appel pour afficher le deuxième. Le deuxième va afficher le deuxième, il va lancer un appel récursif pour afficher le troisième, et ainsi de suite. D'accord? Donc, un simple désordre dans les actions va changer complètement l'ordre d'affichage. On passe à la deuxième question. La deuxième question, on veut inverser une liste. Par exemple, si vous avez 1, 2, 3, je dois avoir 3, 2, 1. 3 en premier, ensuite 2, ensuite 1. D'accord? Ça. Alors, la solution, bien sûr, la solution itérative, elle est un peu compliquée à faire, mais la solution itérative, elle est simple à écrire. D'accord? Ça. Remarquez avec moi comment on va faire justement. Alors, on commence par le cas de base. D'après ce qu'on avait vu précédemment, toujours le cas de base, c'est lorsque L égale à nil. Et dans ce cas, bien sûr, j'ai choisi d'écrire une fonction. D'accord? Donc, je vais retourner le résultat nil. Parce que l'inverse d'une liste vide, c'est une liste vide. Donc, je vais retourner le résultat nil. Maintenant, pour le cas général, je vous montre comment on va faire. D'après le conseil que j'ai donné au début, j'ai dit que lorsque vous voulez traiter le cas général, il faut traiter l'élément courant et faire un appel récursif pour traiter le reste. Ça. Alors, je vais penser de cette manière. Alors, j'ai une liste. Je suis au niveau du premier maillon, par exemple. Pour inverser la liste, qu'est-ce que je dois avoir normalement? C'est-à-dire le premier élément où je dois l'avoir normalement. Normalement, je dois l'avoir à la fin de la liste. Ça. Est-ce qu'il suffit de mettre le premier élément à la fin de la liste? Non. Je dois inverser tous les éléments. C'est-à-dire le premier élément à la fin de la liste, le deuxième avant-dernier, le troisième avant-avant-dernier, ainsi de suite. Et le dernier va devenir le premier. C'est-à-dire, le premier élément, je dois l'insérer à la fin de l'inverse de ce qui reste dans la liste. Est-ce que vous fahmtoni? Vous avez par exemple le premier élément de la liste. Vous avez le deuxième, troisième jusqu'au dernier.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'inverse de la liste? Ça veut dire le premier élément, je dois l'avoir à la fin, mais le reste des éléments aussi, je dois les inverser de telle sorte que le deuxième, je dois le trouver avant le dernier, et ainsi de suite. Donc, réellement, ce que je dois avoir à la fin, je dois avoir le premier élément à la fin de la liste, mais avant cet élément, je dois avoir tous les éléments qui étaient après le premier élément, mais dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, je dois prendre la liste telle qu'elle est, je vais essayer d'extraire, retirer. Je vais retirer le premier maillon, d'accord? Ensuite, je vais inverser le reste des maillons à partir du deuxième jusqu'au dernier, et ensuite, ajouter cet élément que j'ai enlevé, que j'ai retiré, je vais l'ajouter à la fin, en faisant une insertion à la fin, bien sûr. D'accord? Donc, si vous m'avez cas général, c'est lorsque elle diffère de nil. Alors, première chose, je vais extraire le premier maillon. Ensuite, je vais inverser le reste de la liste, c'est-à-dire inverser le reste de la liste à partir du deuxième jusqu'à la fin. Ça, c'est un appel récursif, bien sûr. Et ensuite, rajouter l'élément que j'ai extrait au départ. Je vais l'ajouter à la fin de la liste. Et enfin, je vais bien sûr retourner la nouvelle liste créée. D'accord? Ça. Voyons ça dans la solution. Donc, je commence par le cas de base. Lorsque L égale à nil, bien sûr, je dois retourner L, c'est-à-dire nil. D'accord? Sinon, pour le sinon, on a dit qu'il y a quatre choses à faire. Première chose, il faut extraire le premier maillon. D'accord? Pour extraire le premier maillon, alors je fais pointer le pointeur P au début de la liste. D'accord? Ça veut dire de cette manière, P classe, je tiens le premier maillon. Maintenant, je vais lancer un appel récursif pour inverser le reste des éléments à partir du suivant. Donc, inverser suivant de L, et le résultat, je vais le mettre dans un pointeur que j'ai appelé LR. Donc, LR pour dire miroir de L, c'est-à-dire la liste inversée. D'accord? C'est ça notre résultat en fin de compte. Ça. Donc, normalement, LR, elle va contenir normalement l'inverse du reste de la liste. Donc, à partir du deuxième jusqu'au dernier. Avec un appel récursif, bien sûr. Juste après ça, vous avez P qui pointe sur le premier maillon et vous avez LR qui pointe sur la liste, le reste des éléments, mais dans l'ordre inverse. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Troisième étape, on a dit qu'il faut insérer le premier élément à la fin de la liste. Et je vais faire ça avec une procédure que j'ai appelée insert fin. Donc, insert fin quoi? Le maillon pointé par P à la fin de la liste qui a le pointeur de début L, LR. D'accord? Et dernière chose, je vais retourner LR. Donc, lorsque vous allez ajouter le maillon pointé par P à la fin de la liste, bien sûr, la liste qu'on va avoir à la fin, elle est pointée par le pointeur LR. Et c'est notre résultat. Alors, ça paraît un peu compliqué. On va essayer d'éclaircir les choses avec ce déroulement. Donc, supposons que vous avez une liste qui contient... Avant de voir justement le déroulement, je donne la procédure qui permet d'insérer un élément à la fin de la liste. Donc, je veux insérer le maillon pointé par P à la fin de la liste pointé par LR. Normalement, c'est très simple. Donc, je dois placer un pointeur à la fin de la liste LR, que j'appelle Q. Donc, je place Q avec LR, j'avance Q jusqu'à avoir suivant de Q égale à nil, d'accord? Et dans ce cas, ça veut dire que le pointeur Q1 va s'arrêter immédiatement sur le dernier maillon qui possède son suivant égal à nil. Et dans ce cas, je peux chaîner le maillon pointé par Q, c'est-à-dire le dernier maillon de la liste LR, avec le maillon pointé par P, en faisant affect suivant Q, P. Et ensuite, je dois mettre la valeur nil sur le champ suivant du maillon pointé par P, parce que c'est le dernier maillon. Et ça, donc, c'est ça la procédure insérer fin, ou alors insert fin. D'accord? Je crois qu'elle est simple. Maintenant, on va voir le déroulement. Alors, supposons que vous avez cette liste et je veux l'inverser. Donc, vous avez 5, 3, ensuite 7. Et au départ, L pointe vers 5. Alors, je déroule la procédure, la fonction telle qu'elle est. Donc, vous avez au départ L. Ça, c'est l'appel à la fonction. Donc, L reçoit inversé L5. D'accord? L reçoit inversé L5. Et là, ça veut dire que je vais inverser la liste L en mettant toujours les résultats dans le pointeur L. D'accord? Ça. Alors, au début de l'appel, le premier appel, vous avez L qui pointe sur 5. J'entre dans la fonction. Je teste. Est-ce que L égale à nil? Non. Donc, j'entre dans le sinon. Qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, 4 opérations. Première opération. P reçoit L.
P reçoit L, ça veut dire que P va pointer avec le maillon qui contient 5. Donc il va pointer avec L. Ça. Deuxième opération, c'est un appel récursif. LR reçoit inversé suivant de L. Mais c'est quoi suivant de L? C'est la valeur 3, c'est le deuxième maillon. Ça. Puisque là vous avez un appel récursif, on ne peut pas continuer et traiter inversé L5, mais on va traiter plutôt maintenant l'appel récursif inversé suivant de L, c'est-à-dire le maillon pointé par 3. Ça. Cet appel justement récursif, on va entrer dans la fonction une nouvelle fois et on va tester L. Maintenant, faites attention, L c'est 3. Il pointe sur 3. D'accord? C'est un autre L et non pas le L qui pointe sur 5. D'accord? Ça. Alors, est-ce que L égale à nil? Non. Donc, j'entre dans le sinon, je dois exécuter 4 opérations. Je commence par la première opération, P reçoit L. Mais c'est quoi L cette fois-ci? C'est le maillon qui contient la valeur 3. Alors, faites attention, ce P est différent du premier P. C'est un autre P. Faites attention. D'accord? Et juste après P reçoit L, vous avez un appel récursif. LL reçoit inversé suivant de L. Mais suivant de L, c'est suivant de 3. Suivant de 3, c'est quoi? C'est le maillon qui contient 7. Ça, c'est un autre appel récursif. Donc, je laisse attendre l'appel récursif inversé L3 et je passe à traiter inversé L7. Ça. Pour inverser L7, et puisque L pointe sur le troisième maillon, donc L toujours différent de nil, je fais P reçoit L. Ça veut dire que P va pointer sur 7. Je rappelle encore, c'est un nouveau P. Ce n'est pas, il n'a aucune relation avec les P précédents. D'accord? Et deuxième instruction, c'est un appel récursif. LR reçoit inversé suivant de L. Mais cette fois-ci, suivant de L, c'est suivant du maillon 7. Et son suivant, c'est nil. Donc, vous faites un appel récursif avec paramètre L égale nil. Et vous remarquez que lorsque la fonction reçoit un paramètre égal à nil, on entre dans le premier cas. Est-ce que L égale à nil? Oui. Donc on va retourner nil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que LR va contenir nil. Alors, on a terminé avec la deuxième action. Normalement, on passe à la troisième action. Et c'est quoi la troisième action? On demande d'insérer le maillon pointé par P dans la liste pointée par LR. Mais comme LR est égal à nul actuellement, je parle de ce LR, d'accord? Faites attention. Il est égal à nil actuellement. Donc, vous demandez, c'est comme si on demande d'ajouter un maillon pointé par P, c'est-à-dire la valeur 7, dans une liste vide. Et donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme résultat? Normalement, je dois avoir le résultat, d'accord? Résultat terna, vous allez avoir LR qui pointe sur un seul maillon qui contient la valeur 7. Parce que vous allez ajouter un maillon qui contient 7 dans une liste vide. Résultat dans LR. Donc LR va comporter seulement un maillon qui contient la valeur 7. Alors, à ce niveau justement, je retourne, donc je lance la dernière action, je retourne LR. Et donc lorsque vous allez retourner LR, vous allez retourner LR qui pointe sur le maillon 7. Faites attention, LR pointe sur 7. Et donc, l'appel récursif qui se trouve en rouge nous donne à la fin LR qui pointe sur le maillon 7. D'accord? Alors, j'ai terminé avec la deuxième action de l'appel qui est en vert. D'accord? Je passe à la troisième action. Troisième action, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça entre toujours dans le cadre de l'exécution de inverser L3. D'accord? Donc, on a déjà effectué P reçoit L. On a déjà effectué l'appel récursif. On passe maintenant à la troisième action. Troisième action, c'est un appel à une procédure dans laquelle on va insérer le maillon P pointé sur le maillon 3, on va l'insérer à la fin de la liste LR qui contient uniquement 7 actuellement. Donc vous allez ajouter 3 à la fin de la liste qui contient uniquement 7 et vous allez avoir comme résultat une liste qui contient 7, ensuite 3. Et le pointeur TH c'est bien sûr LR. Et la dernière instruction est retourner LR, donc LR va pointer sur le maillon 7 suivi d'un maillon qui contient la valeur 3. Donc, vous remarquez actuellement, vous avez une liste qui contient deux éléments, 7 et 3. Et remarquez, c'est exactement l'inverse des deux derniers. D'accord? Ça. Là, à ce niveau, se termine, ou là, s'achève, l'appel récursif inversé suivant de L, dans lequel, suivant de L, c'est le maillon qui contient la valeur 3. D'accord? L'appel récursif qui est en vert. On revient maintenant, on remonte vers le premier appel récursif qui est en bleu. Alors, faites attention. Pour l'instant, on a effectué deux traitements. On a fait P reçoit L et on a fait l'appel récursif.
On passe maintenant à la troisième action. Et c'est l'appel récursif, l'appel à la procédure insert fin. Insert fin, sachant que P actuellement, faites attention, il pointe sur le maillon qui contient 5. Et LR, il pointe sur un maillon qui contient 7, suivi d'un maillon qui contient 3. Donc vous demandez, c'est comme si vous demandez d'insérer 5 après le 7 et 3. Donc vous allez obtenir, grâce à la procédure insert fin, vous allez obtenir une nouvelle liste, c'est 7, 3, 5, pointé par le pointeur LR, et vous allez retourner bien sûr, comme la dernière section indique, vous allez retourner LR, c'est-à-dire LR qui pointe sur 7, ensuite 3, ensuite 5, et ainsi s'achève et se termine le déroulement de l'appel récursif inversé L à partir du maillon qui contient la valeur 5. Alors j'espère que c'est clair, et je rappelle encore que le cadre, alors j'ai utilisé des couleurs différentes, donc le cadre qui est en vert par exemple, ça correspond au deuxième appel récursif, yani inverse suivant de L, et dans ce cas, on parle du maillon qui contient la valeur 3. Le cadre qui est en bleu, c'est-à-dire contient tous les traitements dans lesquels on fait un appel récursif à inverser L lorsqu'il pointe sur 5, et ainsi de suite. Alors, essayez de faire durement plusieurs fois pour bien comprendre, et pour plus d'informations, vous pouvez consulter nos sites, et j'espère qu'on va se voir, Inch'Allah, à la prochaine séance. Inch'Allah, je vous dis donc, salam alaikum.